Nous sommes donc dans la salle à manger telle que l'a connue Bonaparte et son épouse, légèrement modifiée en 1812, mais nous étions donc encore du temps de Joséphine. Cette pièce qui n'est pas très grande, mais qui pouvait accueillir quand même une vingtaine de convives, avec ces peintures qui sont très intéressantes ici, avec ces danseuses inspirées de Pompéi et d'Herculanum, parce que nous sommes en plein dans le goût de l'Antiquité, et les découvertes de Pompéi et d'Herculanum vers 1848 eh bien, ont donné aux artistes une source d'inspiration tout à fait intéressante. Et ici, on retrouve cette inspiration avec ces danseuses et ces peintures comme les fresques que l'on avait pu trouver dans les villas antiques. Nous avons investi dans des ampoules spécifiques qui ont exactement l'intensité lumineuse d'une bougie. Donc ça donne l'ambiance, notamment dans les pièces de l'empereur un peu plus sombres, la salle du conseil puis la bibliothèque, parce que ça donne vraiment l'ambiance qu'on pouvait connaître à l'époque. Nous sommes dans la bibliothèque cabinet de travail de l'empereur, c'est quand même le saint des saints. Cette pièce est dans son jus d'époque avec ses peintures qui évidemment sont inspirées de la littérature avec ces médaillons de grands écrivains, Montaigne, Montesquieu, etc., des antiques évidemment, comme toujours, et puis le bureau de l'empereur. Alors ce n'est pas le bureau de l'empereur à Malmaison, parce que c'était un bureau d'époque Louis XVI, qu'on n'a jamais identifié, qu'on n'a jamais pu retrouver. En revanche, celui-là, il a une histoire tout à fait importante, puisque c'était celui du premier consul, puis de l'empereur aux Tuileries, donc vraiment le cœur du pouvoir. Il a eu toute sa carrière. Il a conçu un peu le principe de ce bureau, parce que c'est un bureau mécanique, donc de très très grand volume, et en fait, l'empereur n'écrivait pas dessus. En fait, le dessus se tire en avant, et il peut écrire en dessous. On fait semblant d'ouvrir le tiroir, ça s'abat, et il y a un système très complexe, parce que ça a l'air simple comme ça, mais pas du tout. En dessous, il y a un système de cordage, de poulies, qui permet de faire glisser très délicatement le dessus du plateau, qui est très lourd. Et donc l'empereur pouvait écrire sur le tapis de soie verte qui est en dessous. Et puis, si quelqu'un rentrait dans la pièce et qu'il ne voulait pas qu'on voit ce qu'il faisait, il retirait le plateau du dessus, laissait ses papiers en vrac ou ses cartes, et refermait, et personne ne voyait plus rien. Donc c'est ce qu'on appelle un bureau mécanique, et il adorait ce bureau, et surtout c'est celui sur lequel il a pu signer tant de choses et tant décider d'événements entre 1802 et 1815. Nous sommes dans la chambre de l'impératrice. C'est là qu'elle a rendu son dernier souffle le 29 mai 1814, dans ce lit. Donc le lit a repris sa place d'origine. Et effectivement, c'est un lieu qui est quand même très très fort. C'est un peu le pendant de la salle du conseil de l'empereur au rez-de-chaussée, parce que c'est aussi une forme de tente. Alors en tente de lainage, cette fois-ci, rouge écarlate, avec des broderies d'or. N'oublions pas que malgré le divorce en 1809 avec l'empereur, eh bien, elle garde son titre d'impératrice. Alors ici, nous avons une reconstitution de l'espace de l'impératrice, mais revue par Napoléon III. En revanche, ici, nous avons un autre objet original de Malmaison et de Joséphine. C'est son nécessaire fait par Raymond, qui est un nécessaire à la fois de toilette, de couture, d'écriture, avec des petites cachettes secrètes. Et puis surtout, chaque objet en nacre, en argent, en vermeil est décoré des armes, du chiffre de Joséphine.